Bonjour à tous, Hilary Pacha, athlète française du saut en longueur. Bienvenue dans Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Hilary Pacha, championne d'Europe Espoir 2019 du saut en longueur et détentrice d'un record personnel à 6,86 m établi en juin 2023. Dans cet épisode plein de sincérité, Hilary revient sur les bons et les mauvais moments de sa jeune carrière, les médailles et les records bien sûr, mais aussi les blessures et les moments de doute. Elle nous parle des leçons qu'elle a tirées des moments difficiles, mais également de ce qu'elle doit à l'entraîneur qui l'a découverte, Jean-Luc Sénat, malheureusement décédé en 2022. Je n'avais jamais discuté avec Hilary avant d'enregistrer cet épisode avec elle, mais je garde un excellent souvenir de notre conversation et j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Coucou Hilary, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un peu intimidant, mais, mais ça fait plaisir. J'espère que cet enregistrement sera un bon souvenir pour toi. Je sais que c'est important pour toi de te faire des souvenirs. J'ai vu ça en préparant l'interview. Ouais. De façon générale dans la vie, ou tu parlais surtout d'athlète quand tu as dit ça? Non, c'est vraiment une philosophie, une façon de voir la vie en général. Ok. Et t'as toujours été comme ça? Non, mais je pense que l'athlétisme m'a permis en fait de développer ce pan de ma personnalité, à aimer du coup me créer des bons souvenirs ou je dirais peut-être un peu romantiser ma vie pour mieux accepter les moments difficiles. C'est arrivé, je pense, grâce à l'athlé. Mais ça veut dire qu'à certains moments, tu fais une pause consciente dans certains contextes pour observer ce qu'il y a autour de toi, te faire un peu une photographie mentale? Oui, je pense que il y a toujours ce moment où je me pose pour observer, me rendre compte de là où je suis, de ce que j'ai fait et de faire un petit point un peu de là où j'en suis. Ça me permet encore plus d'être, je pense, dans la reconnaissance et de la gratitude et du coup peut-être plus facilement vivre l'instant présent. Oui, et puis c'est vrai que tu vis des choses que beaucoup de gens vivent pas. Et quand ça va vite, parfois on se rend pas forcément compte, on est dans sa bulle, et puis après coup on se dit ah quand même, j'aurais peut-être dû plus profiter. En fait, c'est, je pense, la grande difficulté de notre pratique et du sport de haut niveau, c'est que tout va très vite. On a tous envie de faire les choses assez rapidement, de se lancer à fond et parfois on oublie un petit peu de ralentir les choses et de se rendre compte de là où on est, de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer notre sport à haut niveau, de pouvoir s'exprimer. Mais après, j'ai pas toujours été comme ça. C'est vrai que les souvenirs, ça a toujours été quand même un élément qui me tenait à cœur. Mais j'étais quand même dans ma course. Sans me rendre compte, je pense que c'est ma blessure qui m'a permis d'encore plus l'ancrer. Et parfois dans les moments un peu chaotiques où tu te dis aussi bon là je me fais des souvenirs, dans quelques années j'en rirai. Ouais, il y a un peu ce côté-là où je me dis le temps va passer et à ce moment-là, tu te diras purée en fait j'ai bien fait de m'accrocher ou ouais, en fait, je me dis en fait c'était un moment de ma vie et il fallait que je passe par ça. Ouais, mais enfin, ça m'aide beaucoup de romantiser ma vie. Je sais pas si c'est réellement le terme adéquat, mais c'est mon terme, c'est de me dire que enfin de voir un peu ma vie comme une biographie et me dire que OK, là j'ai traversé des moments difficiles, mais c'est peut-être pour qu'il y en ait des meilleurs après et s'accrocher, être optimiste sur l'avenir. Alors tu parles de biographie. Si on remonte le temps et qu'on revient au premier chapitre de la biographie, Mmh. t'es né au Togo, c'est ça? Exactement, à Lomé, ouais. T'étais quel type d'enfant? Je pense que j'étais une personne, très, très, très tonique, un peu hyperactive. Je sais pas si c'est hyperactive le mot, mais en tout cas, j'étais très tonique et je bougeais un peu dans tous les sens. Et très, je dirais téméraire, qui fait les choses comme ça sans forcément trop se poser de questions. Beaucoup de spontanéité. Je pense que j'étais, ce type d'enfant, ouais. T'avais des posters dans ta chambre, il y avait des gens que t'adorais, à qui tu voulais ressembler? Non, j'ai jamais eu réellement de figure à qui je voulais ressembler, mais je pense que j'avais des personnes qui m'inspiraient de par leur parcours, leurs valeurs peut-être aussi, et en tout cas ce qu'on disait d'elles. Je sais que pendant longtemps, j'ai eu un poster de Marie-Josée Pérec juste en face de mon lit. Et après, je me rappelle dans mes années d'adolescente, en fait, j'avais plein de posters, mais de mode. Donc j'avais le milieu un peu d'athlé, mais j'avais beaucoup de belles images que je mettais sur mon mur. Et mes parents détestaient ça, mais bon. T'es né au Togo, mais t'as vécu longtemps au Togo ou c'était juste les premiers moments de ta vie? Je suis partie du Togo quand j'avais 4 ans. Ok, Donc j'étais quand même jeune et du coup j'ai fait 4 ans là-bas. d'accord, mais t'as pas vraiment de souvenirs en fait. J'ai des petits souvenirs quand même, parce que du coup mon frère aussi est né au Togo, on a 2 ans d'écart. Du coup j'ai beaucoup de souvenirs de moi et mon frère en train de jouer et de notre maison au Togo en fait. J'ai vraiment ces souvenirs-là par contre.
Et t'es sûre que c'est des souvenirs ou potentiellement ça peut être des photos que t'as vues et parfois on se reconstruit des souvenirs mais c'est pas des vrais souvenirs? Je pense qu'il y a un peu des 2, mais j'ai quand même des souvenirs. Parce que, petite parenthèse, en fait, je me rappelle d'un moment où, en fait, avec mon frère, on jouait à touche-touche, je pense, autour d'une haie et en fait, mon frère est tombé et quand il est tombé, en fait, il s'est cassé la dent et mon frère a toujours une dent cassée, depuis, cette dent, elle se casse tout le temps et ça, par contre, je sais que c'est un souvenir, je m'en rappelle vraiment. Et du coup, je pense que j'ai dû peut-être associer le souvenir avec aussi les photos en me disant ah peut-être c'est elle, c'était peut-être cette haie. Ok. Mais en tout cas, oui, non, si j'ai quand même des souvenirs. Mais une haie, un buisson ou une haie d'attelé? Non, non, c'était vraiment un buisson, mais et en fait, nous, on faisait le tour. Ok, podcast d'attelé et j'imagine tout de suite la haie d'attelé. Je me dis mais déjà à l'époque elle avait une haie. Oh non, non, c'était vraiment un buisson en fait. J'ai vu que tu avais commencé l'attelé parce que tu as été repérée au collège dans un cross, mais qu'avant tu faisais du basket. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait un peu de basket. Je me suis vite rendu compte que c'était pas trop fait pour moi. Je pense que j'aimais pas trop les sports co. J'étais pas assez agile, je pense aussi. Bon, après, ça demandait du travail et il fallait peut-être que je m'accroche, mais j'ai pas forcément plus matché que ça quand je suis rentrée en club. Et ensuite, bah, du coup, au collège, j'ai Jean-Luc Sénac qui venait tout le temps me voir toutes les années du collège pour que je fasse de l'athlétisme, parce qu'il m'avait repéré du coup à ce cross du collège en sixième. Et en fait, c'est à la fin du collège, en troisième, qu'il est venu toquer à la maison pour dire à mes parents, bon, ça fait quelques années que je vais la voir tout le temps pour lui dire que j'aimerais qu'elle fasse de l'athlétisme, elle veut pas m'écouter, j'espère que bah, vous pourrez faire quelque chose pour qu'au moins elle essaye. Et du coup, là-dessus, moi, mes parents, ils m'ont dit, bon, je pense que ça arrive pas souvent qu'un prof vienne sonner à la maison pour dire qu'une personne devrait faire du sport. Donc, en vrai, nous, ce qu'on te conseille, c'est d'essayer. Et puis, si t'aimes pas, bah, t'arrêtes, mais essaye pour pas regretter, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important que mes parents m'ont inculqué, en fait. C'est d'essayer pour pas regretter. C'est pour ça que c'est important pour moi de jamais regretter les choses et du coup d'accepter plus facilement. Donc, mais voilà, ça vient de là. Mais t'avais gagné les crosses ou il avait vu d'autres qualités? Non, 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 c'était une catastrophe. Le cross, c'est ça qui est assez fou, c'est que j'ai pas gagné le cross parce qu'en fait, je m'étais évanouie parce que je mangeais pas le matin. En fait, j'ai fait une crise d'hypoglycémie. J'avais dû faire 2 ou 3 tours en fait déjà du cross et en fait, il a vu mes qualités, je pense, explosives. Je pense que ça l'a marqué et du coup, bah, de là, il m'a dit: «Faut que tu fasses de l'athlé». Mais il a quand même mis donc de ta sixième à ta troisième à te convaincre. Ouais, parce que je suis quand même, je suis assez têtue. Je suis assez têtue et surtout à l'époque, je pense que j'étais très timide. C'est toujours un peu intimidant d'avoir une personne qui vient te dire tu devrais faire ça, enfin, ça te va trop bien, t'as des qualités pour, etc. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'en fait on voudrait peut-être moins attirer l'œil et faire plus partie de la masse. Je pense que c'était ça qui était compliqué pour moi, c'était de me dire ok, bah, j'y vais. Et je pense qu'il y avait aussi cette peur de toutes les attentes qu'il a et en vrai à tout moment je suis pas du tout la personne qu'il croit donc je pense que c'est ça peut-être aussi qui a dû jouer. Mais en tout cas je sais que j'étais d'une grande timidité donc je voulais pas me confronter aux gens, je voulais rester un peu dans mon coin et être invisible un peu. Donc ça t'a pas donné confiance que quelqu'un comme lui, pendant autant de temps, essaie de te faire faire de l'athlé? Non, ça m'a pas donné confiance, mais je pense que c'est resté dans ma tête mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais surtout très peur de devoir entreprendre quelque chose de nouveau que je connais absolument pas. En fait, je pense que je voulais rester dans mon confort. Ok. Donc lui, il était en même temps prof de PS et coach d'athlé, c'est ça? C'est ça. En gros, il était prof de PS, il s'occupait de l'UNSS, en fait, c'est le sport scolaire. Et après, il était aussi coach au CA Balma. Mhm. Et du coup, il avait ces deux casquettes. Quand t'as rejoint le club, t'as commencé par quoi? J'ai commencé par des épreuves combinées. Parce qu'en fait, ce qui était hyper important pour lui, c'était de savoir courir, lancer, sauter. C'était vraiment hyper important pour lui de pouvoir toucher à tout, de comprendre aussi comment fonctionnait l'athlétisme en général. Ce qui était aussi intéressant dans mes années de combinade, c'était de passer à autre chose une fois que l'épreuve s'est passée. C'est-à-dire qu'en gros, les épreuves combinées, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, tu t'es peut-être raté sur cette épreuve-là, on passe à autre chose. Il y a d'autres choses à faire. Faut pas rester sur cette défaite. Faut continuer et puis tout peut arriver. Donc je pense que oui, ça m'a beaucoup aidé ces années d'épreuves combinées. Mais ça t'aide maintenant d'une compète à l'autre ou aussi d'un essai à l'autre? Ça m'aide d'un essai à l'autre. Ça m'aide, franchement, ça m'aide de façon assez générale. Je pense même en philosophie de vie, de se dire que bon, peut-être qu'on n'a pas réussi ça, mais il y a d'autres choses qui arrivent, ça peut le faire. Donc et de pas aussi ruminer
Et puis c'est fou parce que c'est des petites leçons comme ça qu'on apprend jeune et puis en fait, ça revient un peu dans sa vie quand on grandit. Moi, je le vois par exemple l'hiver dernier, j'ai pas fait championne de France, je suis arrivée 4e et c'était une grosse déception pour moi, vraiment. Et je pense que j'aurais pas eu un peu ces petites philosophies que m'a apporté Jean-Luc, j'aurais été peut-être au fond du trou, mais en fait c'était de me dire ok. Première étape, bon, c'est pas facile à accepter, mais il y a encore la saison estivale, on retourne au travail, etc. Enfin, on accepte la déception, voilà, on digère un peu tout ça et puis on repart au travail, quoi. Je pense que ça a été une belle philosophie. Et si tu vois ta vie aussi comme une biographie, peut-être que tu te dis aussi que tu dois passer par là et que c'est ce qui est censé se passer. Ouais, totalement. Et puis vraiment, c'est d'autant plus depuis ma blessure, en fait. Ça arrive. Et une fois que ça arrive, c'est d'accepter déjà de se retrouver dans cette situation. Et puis ensuite, c'est ok, enfin, quels sont mes objectifs maintenant? L'objectif, c'est de retrouver un genou mobile me permettant de faire de la haute performance. Donc, ok, bon, quels sont les moyens que j'ai pour arriver à cet objectif-là? Et ensuite mettre les choses en place, planifier pour arriver, réguler, parce qu'il y a des fois, on se rend compte qu'on se trompe, etc. Mais ouais, ça m'aide beaucoup dans la vision biographique. Je trouve que ça aide beaucoup de se dire que je dois passer par certaines épreuves pour réussir encore mieux ou en tout cas en apprendre sur moi. Et est-ce que tu penses que tu as un destin? Je sais pas ce que je pense de la notion de destin. En tout cas, ce en quoi je crois, c'est en la puissance de l'instant présent. C'est-à-dire que moi, ce qui a toujours été très important pour moi, c'était de m'investir à 100% et de donner le meilleur de moi-même sur l'instant T. Là où je suis là actuellement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et ça, par contre, j'y crois vachement. Et du coup, j'ai toujours un peu cette image de si t'as fait les choses avec bon cœur et que tu t'es donné à fond, en fait, l'accumulation de toutes ces actions que t'as fait en donnant le meilleur de toi-même, ça peut rendre quelque chose de très très sympa à la fin. Mhm. En y associant de la visualisation, en y associant de la planification et des objectifs forcément, mais en tout cas, je crois vraiment en ça. Je sais pas si c'est le destin, mais du coup, je dirais ça. Jean-Luc Sénat, malheureusement, est décédé l'année dernière. Au moment de son décès, tu as écrit sur Instagram, je te cite, « Merci de m'avoir élevé avec intelligence et pragmatisme ». Mm. Est-ce que tu considères qu'il t'a aussi élevé au même titre que tes parents? Ah non, mais totalement. Alors là, mais vraiment, je pense que le sport, quand on est jeune, c'est quelque chose qui apprend énormément et la personne qui t'accompagne dans ton sport est aussi en fait une personne qui t'élève parce que le nombre d'heures d'entraînement que tu passes avec lui, t'en apprends forcément en fait. T'es en contact avec lui, vous avez des interactions, vous vous disputez, vous vous réjouissez ensemble, donc vous passez aussi des moments. Et je pense que l'éducation, c'est pas juste que dans la sphère familiale, c'est aussi dans la sphère amicale, dans la sphère, voilà, avec son coach, en fait, avec toutes les personnes qui gravitent autour de nous. C'est pour ça que c'était important pour moi de mentionner le fait qu'il m'a élevé, qui m'a donné des leçons qui sont super importantes et que je retrouve au fur et à mesure dans ma vie. Et en fait, c'est super drôle parce qu'il y a des fois, je me dis que c'est peut-être oublié, puis il m'arrive quelque chose, puis je réfléchis, je me dis oh, ah mais oui, Jean-Luc, il m'avait déjà dit ça. Donc c'est assez intéressant. Et pour moi, du coup, oui, carrément, il m'a totalement élevé. Et comment tes parents vivaient ça? Ils faisaient confiance à Jean-Luc Sénat? Parce qu'ils confiaient leur fille quand même. Ouais, totalement. Ça, c'est vrai que mes parents, ils ont de suite eu, je sais pas si c'est une intuition, mais ils ont toujours cru en lui. En plus, il appelait Monsieur Sénat, donc ils étaient en mode: «Ah non, faut écouter Monsieur Sénat, hein, ce que dit Monsieur Sénat, c'est important, hein». Donc non, mes parents, par contre, lui ont fait assez vite confiance. Mais bon, je sais que mes parents suivent beaucoup leurs intuitions, donc ils ont bien fait. Oui. Je t'ai entendu dire dans une autre interview que tu t'étais parfois demandé si tu étais légitime ou si le mérite revenait à Jean-Luc Sénat, à ton coach. Tu considérais parfois quand tu réussissais que c'est parce que lui était bon coach et que c'était pas forcément tes qualités à toi qui avaient joué? Non, je pense que c'est le fait qu'il porte, en fait, la confiance que j'ai en moi. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'avais pas confiance en moi. La personne qui me permettait d'avoir confiance en moi, c'était lui. Mhm. Donc en fait, il y a quand même une dissociation. Donc je me dis, s'il n'était pas là, j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait, j'aurais pas fait d'athlétisme, etc. Or, quand même, ce que j'ai compris ensuite, c'est que c'est moi qui suis maître de mes choix, enfin c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui suis maître de mes décisions. Donc oui, il est un élément hyper important, mais j'ai aussi ma part de responsabilité et c'est aussi moi. Et donc ça, c'était quand même un long cheminement, il fallait vraiment que je le comprenne. Mais du coup, oui, pendant longtemps, j'avais pas de légitimité. Je me disais, mais non, en vrai, c'est pas vraiment moi. Ok. Tu as commencé par les épreuves combinées. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la longueur à un certain moment?
Bah, déjà, c'est là où j'avais les meilleurs résultats. Parce que bon, je vais pas vous mentir, le 800 mètres et Hilary Pacha, c'est quelque chose. Mais c'est drôle que tu aies été repéré sur un cross, alors que tu dis que le Ouais, 800, c'est c'est pas ça. ton truc. Comme quoi, il avait l'œil, Jean-Luc Sénat, parce qu'il avait vu sur un cross qu'il y avait quelque chose. Ouais, que j'avais des qualités autres que peut-être des qualités pour faire du cross. Ouais, le son longueur, je pense que c'est ce qui regroupait mes qualités, c'est-à-dire que je suis rapide, j'ai de la détente, j'ai de l'impulsion, j'ai du pied. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis c'est surtout que, en gros, quand je faisais des épreuves combinées, ils m'obligeaient à aller du coup au championnat de France d'épreuves combinées. Donc je faisais ça. Et en fait, juste après, on avait les championnats de France, bah, du coup individuels pour chaque discipline. Donc souvent, quand on est combinard, on est sélectionné sur un peu toutes les épreuves, en tout cas les épreuves d'épreuves combinées. Là, à chaque fois, il me disait, bah, du coup, choisis ce que tu veux faire. Donc, si tu veux faire de la hauteur, si tu veux faire des haies. En fait, presque instinctivement comme ça, bah, je disais, ah non, je vais faire la longueur, c'est trop bien la longueur. Enfin, c'est là où je me sentais vraiment le mieux. Et c'est jamais trop tard si tu veux faire une deuxième carrière sur 800 mètres. Pour la biographie, ça serait bien. Ça serait un bon rebondissement. Faut que je me mette au travail, alors. Ta première compétition internationale, c'est les Mondiaux Juniors de 2016 à Bictoche, c'est ça? Exactement. T'es revenu médaillé de bronze. Tu peux nous raconter un peu ces championnats, ce que t'en retiens? Super souvenir, franchement, je vais pas mentir, parce que, en fait, en 2016, là, c'est aussi l'année où on a appris que Jean-Luc était malade. Moi, j'étais qualifiée à cette compétition, mais lui, il était pas en très bonne forme. Donc, en fait, je suis qualifiée, mais je sais même pas s'il va pouvoir être là. Et du coup, c'était toute une négociation avec les oncologues pour pouvoir lui permettre de venir. Donc, il y avait ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que, bah voilà, j'étais jeune, je me retrouve sélectionnée. Mais en fait, très vite, je me sentais pas... En fait, c'était hyper important pour moi de faire quelque chose de cet événement-là et de l'inscrire, en fait, dans mon carnet de souvenirs. C'est pour ça que je reviens souvent à cette notion-là, c'est que, en fait, quand je suis arrivée, j'ai passé du super bon temps avec les autres athlètes. Et puis je voyais en fait la compétition arriver et je me voyais vraiment dans mon lit en me disant oh, j'aimerais tellement ramener une médaille, j'aimerais tellement avoir un travail accompli en ramenant une médaille. Et en fait, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des notions qui reviennent comme ça qui sont super importantes pour moi, c'est que vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment tout donné. J'ai pas réfléchi, j'ai juste posé et je suis partie à fond, quoi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et puis, il y avait un autre contexte qui rendait la chose encore plus incroyable, c'est que en fait, on était presque les dernières à sauter. On arrivait à la fin de la compétition, donc tous les autres athlètes pouvaient venir nous voir. Donc ça nous a aussi galvanisé d'avoir toute l'équipe de France qui nous encourageait, parce que j'étais avec Yanis David, et elle a fait championne du monde, moi j'étais troisième, et en fait on était trop heureux, c'était un super souvenir de pouvoir ramener des médailles comme ça tous les deux. À ce moment-là, je voulais vraiment faire plaisir à Jean-Luc, lui dire en fait t'es pas venu pour rien, on fait du bon travail et tout, tes oncologues ils ont bien fait de t'amener et de te permettre de venir. Et ouais, voilà, en fait, c'était vraiment, c'était fou. C'était vraiment fou. Et ça a aidé pour la confiance? Oui, ça a aidé un petit peu, mais toujours un peu difficile parce qu'en fait, finalement, avec du recul, j'ai pas fait ça pour moi. Je l'ai fait pour mon coach encore. Donc pour la confiance, oui, ça permet de bon se dire ok, on a la capacité de faire des podiums, de s'exprimer. Mais en fait, il y a toujours besoin de quelque chose qui me permette de vraiment me pousser dans mes retranchements. À ce moment-là, j'y jouais presque ma vie parce que je me disais purée, il a tellement ouais, travaillé, il a tellement essayé de convaincre tout le monde de venir qu'en fait, toi, tu dois pas te permettre de te rater, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui faisait qu'en fait, j'avais pas confiance parce que c'était pas sain, en fait. Enfin, sain, je m'entends, mais à long terme, on peut pas trouver de la motivation dans des éléments comme ça. Enfin, en plus, c'est fort, quoi. Donc, il faut l'utiliser. Mais là, à ce moment-là, il y avait que ça. Il n'y avait pas ma confiance en moi, le fait de me faire plaisir par cette histoire de souvenirs. Il n'y avait pas ça. Donc du coup, je pense que ça a un peu aidé, mais ça n'a pas non plus permis, en tout cas, d'être totalement sûre de moi, etc. On voit parfois des jeunes qui font des médailles à des championnats cadets, juniors, et qui n'arrivent pas à, j'allais dire, convertir l'essai après. Hum. Est-ce que vous avez mis des choses en place à ce moment-là, après ta première médaille? Après, ça dépendait peut-être des objectifs qui étaient les tiens. Si vraiment tu pensais faire carrière ou pas. En vrai, à ce moment-là, je savais pas trop où je devais situer en fait l'athlétisme dans ma vie. C'était un élément hyper important, mais c'était pas l'élément le plus important, je pense, bien que il me permettait d'avoir de fabuleux souvenirs, etc. On n'a pas forcément changé les choses, je pense. Surtout parce que c'était mon évolution personnelle. Je pense que Jean-Luc, il a très vite compris qu'il fallait pas me rendre professionnelle directement.
Et c'est là qu'il a été très intelligent parce que du coup, il m'a écouté. Donc, je pense que l'année d'après, je suis blessée. Puis, en fait, je fais une saison estivale blanche parce que, en fait, je lui dis, j'ai pas envie de faire d'athlé. Donc, on se dispute un petit peu parce que lui, il est là en mode, mais pourquoi, etc. Mais finalement, il écoute. Je pense que c'est une grande leçon parce qu'en fait, il a vraiment pris le temps de comprendre. Moi, j'ai ce caractère qui fait que bah, je vais te dire si j'ai pas envie. Mais lui, il a su l'accepter, l'écouter et essayer de me laisser de l'espace, etc. Donc moi, même après mon titre, je me sentais pas prête encore à me professionnaliser parce que c'était pas un élément si important que ça, l'athlétisme, dans ma vie et dans mon développement. En tout cas, je le voyais pas comme ça. Mais tu parles de ton titre, donc européen espoir en 2019. Ah non, non, là, je te parle encore de... Parce que tu dis titre. Ah oui, Donc pardon. la médaille de bronze. Ouais, la 3e place, pardon. Tu dis que tu as fait une année de pause l'année suivante. Qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as eu envie de reprendre? Bah, en fait, après cette année-là, c'était l'année du bac aussi, je pense. C'était vraiment difficile pour moi de devoir tout gérer. J'étais très fatiguée ces années-là. D'ailleurs, la blessure que j'avais eue, c'était une fracture de fatigue. Donc, il fallait aussi du temps. En vrai, toute une saison, ne pas faire de sport pendant toute une saison, c'est long, hein. C'est super long. Ça dure bien 6 mois. Donc moi, j'ai eu le temps de passer mon bac, réussir mon bac, profiter de mes amis, profiter de ma famille, un peu relâcher les choses. Donc en fait, bah, j'étais super motivée à revenir en me disant bon, c'est bon, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Maintenant, on reprend le boulot entre guillemets. Et j'avais vraiment envie. En 2019, tu me corriges si je me trompe, en 2019, tu as été championne de France en salle et en plein air. Ouais, c'est ça. Mais le championnat qui t'a vraiment révélé, c'est donc les championnats d'Europe Espoir à Yevle. Ouais. En qualif, tu exploses ton record personnel. Mm. Premier essai, 6,81. C'est ça. Clairement, t'as pas cherché à t'économiser. Non, non, j'ai tout donné. En fait, après du coup le bac, l'année après, en fait, je me blesse encore à la cheville. Et du coup, j'en ai marre, moi, des blessures. Et en fait, la saison d'après, je me dis, bon, là, l'objectif, c'est championne d'Europe. Mais je suis vraiment arrivée à l'entraînement en disant ça, mais sans me mettre la pression. En me disant, en fait, là, je travaille pour être championne d'Europe. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai dit ça à Jean-Luc, il a dit d'accord, ok. Bon, là, par contre, il faudra qu'on travaille un peu plus, il faudra mettre plus de muscu. En tout cas, il faudra s'y mettre vraiment. Et en fait, à partir du moment où j'arrivais avec l'objectif et qu'on a essayé de faire la planif, moi, je me sentais super à l'aise. J'ai pas trop réfléchi encore aux Europes, mais j'ai laissé les choses venir. Je me disais, ok, chaque compétition, c'est pour se rapprocher de cette échéance-là. Chaque compétition, c'est vraiment pour se rapprocher de cette compétition-là. Et là où ça a été encore plus, où vraiment j'étais encore plus sûre de moi dans mon envie et d'avoir cette médaille, bah, c'est quand j'ai vu Yanis, parce que Yanis, cette année-là, elle fait 6,84 m, je crois. Enfin, Yanis, j'ai un lien quand même avec elle. C'est une fille avec qui j'ai fait un podium, donc je me dis, oh, waouh, elle fait ça et tout. Donc déjà, j'étais trop contente pour elle, mais en plus, je me dis, mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est là qu'on veut aller, quoi. Donc du coup, ça a encore fait un boom d'envie en moi. Vraiment, je suis arrivée à cette compétition méga déterminée. Et en plus, c'était après coup, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se sont mises super naturellement. À chaque compétition, j'arrivais à capter un élément technique qu'il fallait que j'arrive plus à ancrer. Donc ça fait que j'avais tellement envie que genre je sais que le soir je réfléchissais et je me disais ah ouais c'est là, c'est à ce moment-là que tu dois vraiment réussir à être béton et pas te déformer, etc. Donc en fait j'ai l'impression que j'ai même toute seule mis de la visualisation. Et en fait, chaque compétition qui arrivait, je venais encore plus ancrer mes éléments techniques. Et en fait, ça a fait comme un cocktail Molotov, je pense, parce que du coup, arrivé à cette compétition, déjà, j'avais peur. J'avais tellement peur, j'étais tellement stressée, parce que bah, c'est là, c'est le moment. Mais en même temps, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Qui est? Là, maintenant, faut y aller, point. Faut y aller, ma grande. Et du coup, ouais, c'était... Franchement, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est d'arriver, du coup, sur la piste, lors de la qualif, et de voir à quel point la piste est dure. Mais vraiment, je flippe. J'arrive, je me dis, mais oh, elle est super dure, la piste. Là, faut que je sois béton, quoi. Il faut que rien ne se déforme, parce que si ça se déforme, c'est fini. Tu donnes tout. Faut que tu y ailles, là. Faut rentrer dedans, c'est le moment. Et ça a donné ce que ça a donné, 6,81 m. Mais en plus, vraiment... je me sentais bien, quoi. Enfin, je me sentais bien, je sors. Pour moi, les choses sont bien passées. Enfin, c'était vraiment fluide. Et je pense que c'est ça qui fait que bah, je suis hyper étonnée de la performance, en fait. Ouais. Parce que je me dis, le seul truc auquel j'ai réfléchi, c'est être plus tonique, quoi. Enfin, de pas me laisser déformer, quoi. Donc, ouais, mais fou, incroyable. Incroyable. Et je sais que je regarde Jean-Luc en lui disant, mais c'est quoi ça? Et il est là en mode, wow. Et du coup, c'était un souvenir, mais tellement incroyable, tellement incroyable. C'était trop génial.
Tu bats ton record de 20 centimètres, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça. quand même une grande différence. Dans tes sensations, tu l'as pas senti? Ah non, mais je sentais que j'étais en forme parce qu'en fait, toutes les compètes, je battais un peu mon record déjà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment ce truc de, à chaque compétition, j'ancrais un nouvel élément. Et après, je visualisais, je me disais, c'est là, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc en fait, j'essayais vraiment d'avoir la vision et de capter les sensations que je devais avoir, les intentions que je devais avoir. Et en fait, culminer à l'objectif ultime que je me fixe déjà depuis 1 an. Sachant que j'ai été blessée, etc. Enfin, c'est ce que je dis, ça a fait un cocktail Molotov. J'avais trop envie. Je suis arrivée à fond, j'avais les bonnes conditions, donc j'y suis allée sans me poser de questions. On te voit surprise sur la vidéo. J'ai encore regardé la vidéo hier. On voit que tu crois pas. Mais ça veut dire que pendant l'essai, t'as pas senti que c'était le meilleur saut de ta carrière, de 20 centimètres de plus. T'as rien senti du tout. C'était juste fluide. J'ai senti que j'étais pas déformée, que j'accélérais bien, mais c'était vraiment ultra fluide. Je suis sortie en me disant, bon, c'est 6,50 m pour se qualifier. Je pense que j'ai fait les 6,50 m. Bah alors, je m'attendais pas à avoir fait 6,80 m. Voilà. En fait, moi, je sors vraiment en me disant, bon, je pense que le travail est fait, quoi. Et c'est pour ça que je m'attends à avoir peut-être un 6,60 m ou un 6,55 m. Enfin, après, je pense qu'aussi, il y a mon stress. Mon stress qui fait que je suis dedans. Donc, je ne suis pas en train de... Je suis pas en train de me dire, ah, là, c'est un bon saut. Ça, c'est quelque chose que je peux faire à l'entraînement, peut-être. Sur la compétition, je trouve que c'est pas le moment. Je mets vraiment mon cerveau en off, en fait. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'en sors en me disant, bon, je pense que ça s'est bien passé, mais je sais pas ce que ça rend. Et là-dessus, quand j'avais écouté le podcast de Kambuji, elle disait qu'à la fin de certaines courses, elle se rappelait même pas de ce qui s'était passé. Et en fait, bah, je pense que moi, c'est un peu pareil. En fait, je suis dans un état tellement second que je pars sans me poser de questions. Et donc, dès que je finis, en fait, je me dis, ok, bon, ça a l'air de s'être bien passé. En fait, j'ai pas réfléchi du tout pendant le truc. Mais ouais, c'est vrai que ça m'avait frappé quand elle en avait parlé. Et ça demande une certaine maîtrise, ça. Pour que ça se passe bien dans ces moments-là, quand on réfléchit pas, c'est qu'il faut quand même bien connaître son sujet. Ouais, c'est vrai. Et on a vraiment un terme en ce moment avec ma prépa mentale qui est important pour nous, c'est l'audace. Et quand on a vraiment débattu de ce mot, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait partie de ma personnalité d'être audacieuse. C'est-à-dire que j'observe beaucoup, je réfléchis à un plan pour arriver à cet objectif-là, et après, je suis plus en train de réfléchir, j'y vais. Qu'importe les risques, qu'importe ce qui se passe, etc. À ce moment-là, en fait, tout a été fait en amont, tout a été travaillé en amont. Donc maintenant, c'est vraiment avoir ce réflexe de plus poser de questions et d'y aller. T'as dit tout à l'heure que t'avais été surprise que la piste était dure à Yebla. T'étais pas allée sur la piste avant, la veille ou... Non, j'étais pas allée sur la piste avant. J'avais fait un peu le tour, mais je crois qu'on n'avait pas accès à la piste de souvenirs. Ou en tout cas, moi, j'y étais pas allée. Peut-être Yanis, elle y était allée, mais moi, j'avais pas du tout touché à la piste. Donc, du coup, je savais pas. Et c'est quelque chose que tu fais différemment maintenant? Non. Bon, en vrai, je sais que par exemple, à la Diamond League de Monaco, j'étais allée voir un peu la piste et j'étais en mode, oh, elle est molle. Mais en fait, c'est des éléments qui peuvent venir perturber un petit peu. Donc maintenant, je fais un peu abstraction, c'est plus autant. Mais je me rappelle vraiment, à Gavio, j'étais en mode, c'est dur là. Mais ça m'a pas du tout déstabilisée. En fait, ça m'a juste, j'ai repensé aux éléments techniques en fait. Je pense que c'est ça qui a été intéressant du coup, c'est que j'ai pas paniqué. Je me suis dit, ok, là, faut encore plus renforcer les intentions techniques. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à m'en sortir du coup. Dans une interview, t'as dit qu'à l'époque de ton titre européen espoir, tu mettais une énergie folle dans chaque saut et que ça te mettait presque en danger. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Ça revient le sujet de la confiance en soi. En Suède, j'avais pas confiance en moi. Et je pense que j'avais pas aussi engrangé suffisamment de travail à l'entraînement. On s'entraînait, mais on s'entraînait pas non plus des masses. Ça fait que au jour J, moi, je me mets dans un état, je pense, psychologique, mais à ce moment-là, sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que ça, c'est un élément que j'ai pris conscience quand je me suis blessée, quoi. Les 2 ans après ma blessure, c'est là que j'ai retravaillé tout ça. Et je me suis dit, waouh, je mets une énergie folle. Et en fait, c'est une énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment d'instinct de survie. Je me dis, c'est ton objectif. En fait, tu dois. C'est même pas je vais, c'est tu dois le faire, point. Inconsciemment, ça met en place un mécanisme qui est super. Hein. Franchement, c'est cool parce que vraiment, ça donne de l'énergie. Hein. Mais c'est tellement usant physiquement, c'est très usant. Et c'est pour ça que je pense que si j'avais continué à travailler de la sorte, j'aurais fini par dire j'arrête l'athlétisme. Parce qu'en fait, ça me coûte trop de me mettre dans des états comme ça. Je suis trop dans l'anticipation, je suis dans ma tête, etc. Alors là, je le dis avec beaucoup de recul. À l'époque, c'était mon mécanisme, donc ça me paraissait normal. Mais après coup, en fait, maintenant, je me rends compte que
c'est pas périn, en fait, de se mettre dans des situations comme ça et dans un état mental comme ça, parce qu'en fait, c'est ça qui crée quand même de la grosse fatigue. Mais le fait de gagner les Europes Espoirs, est-ce que ça a rajouté une pression supplémentaire? Parce que tu gagnes 6,80, ça devient quand même du sérieux à la longueur. Est-ce que c'était une pression supplémentaire, ça aussi, que tu as eu du mal à gérer? Je sentais une certaine pression. En fait, ce que j'ai surtout ressenti, c'est le fait de vouloir à tout prix me professionnaliser, me rendre pro, alors que c'était pas, comment dire, la performance amène à ce qu'on soit pro. En fait, dès qu'on voit la performance, on se dit ah oui non mais c'est bon là, elle rentre dans la cour des grandes, etc., etc. Mais en fait, mentalement, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, je revenais en me disant ça c'est mon objectif. J'étais même pas du tout pro déjà dans la structuration en fait des choses. Donc en fait, c'était un peu très déstabilisant parce que d'un coup, on m'a demandé d'avoir un mindset de pro. Or, déjà, je pense que j'en avais pas envie. C'était pas le moment pour moi. Et puis, directement, on me demandait d'être telle personne ou de faire comme telle personne. Or, je suis ce que je suis, point. Et ça a créé beaucoup de tensions. Parce qu'en fait, j'avais du mal à avoir de l'écoute. Qu'on m'écoute et qu'on me dise ok, d'accord, Hilary, c'est ton rythme, d'accord. Parce que on va dire oui, mais enfin la performance, elle peut arriver tôt, tu peux te professionnaliser tôt. Oui, mais il faut prendre en compte en fait le développement de la personne. Et à ce moment-là, je pense que j'avais pas la maturité, honnêtement, j'avais pas la maturité de travailler comme une pro. Ça faisait pas sens pour moi à ce moment-là. Et donc ça a été très très dur parce que du coup, bah d'un coup, il y a des gens qui viennent te parler. En fait, tu commences un peu à être perdu, à avoir beaucoup trop d'éléments. Et franchement, je pense que ça te déconnecte de toi, d'avoir autant d'éléments, de gens qui viennent te donner leur avis, etc. Donc ça a été assez difficile, mais heureusement pour moi, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu le Covid ensuite. Et Jean-Luc était quand même à l'écoute, mais en fait, c'était vraiment des discours de eh ben oui, c'est ça d'être une athlète. Et je me disais, mais très honnêtement, si c'est ça, être une athlète, donc devoir enchaîner 36 000 compétitions, alors qu'en fait, je suis fatiguée. Pendant longtemps, je me suis dit, mais si c'est ça, j'arrête, parce que c'est vraiment épuisant, et en plus, on m'en demande beaucoup. Ça allait pas avec moi, en fait. C'est maintenant que je peux l'analyser, mais je le comprenais déjà parce qu'en fait, je le verbalisais. Puis du coup, je pense que beaucoup de personnes te diront oui, non mais Hilary, elle a mis un peu de temps à se réveiller, mais chacun son développement. Ouais. Mais tu avais la chance d'avoir un coach qui comprenait ça. Ouais, qui l'entendait vraiment. Parce que je pense que j'aurais pu du coup arrêter l'athlétisme si j'avais un coach qui était en mode ben oui, c'est ça, c'est comme ça, nanani, nanana. Ça aurait pu vite arrêter parce que épuisant pour moi en fait. En 2021, après le Covid, tu reprends la compétition. Malheureusement, 2021 restera pas un bon souvenir pour toi parce que tu te blesses gravement au genou à Czorzo en Pologne. Dans une compétition où il pleut, tu glisses sur la planche, c'est ça? C'est ça exactement. C'est les officiels qui n'ont pas bien fait leur travail, qui n'ont pas bien essuyé ou c'était inévitable vu les conditions? En fait, c'était à l'échauffement. Donc, les filles courent et sautent. Et je pense que là, à ce moment-là, il doit y avoir quand même une personne qui s'occupe de regarder si à chaque fois qu'une fille saute, le sable est quand même relativement bien ratissé. Et si la planche, en fait, elle est pas mouillée. Surtout quand les conditions sont de la pluie. Parce que nous, on est obligé de sauter sous la pluie, mais je pense que eux, ils sont obligés aussi, ils doivent aussi faire le travail, qu'il pleuve ou non. Et là, en fait, ils étaient sur le côté, ils ont pas du tout regardé, et moi, bah, je me suis lancée, quoi. Après, bon, c'est la vie, il y a des accidents, quoi. Et t'as dit que tu t'étais blessée parce que t'écoutais pas assez ton corps. Ouais. Je comprends pas trop parce que là, pour le coup, c'est parce que la planche était mouillée. En quoi c'est lié au fait que t'écoutais pas ton corps? Bah, en fait, moi, je pense que il y a cet élément de planche mouillée. D'autant plus quand je vois comment ça s'est passé là au championnat du monde, de voir beaucoup de personnes glisser comme ça sur la planche, moi, ça m'a parce que moi, c'était plus facile pour moi de me dire que j'étais la cause en fait de cette blessure. Si ça arrive, il faut que je me questionne aussi sur qu'est-ce qui va pas en fait. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En fait, je dis pas juste que j'écoutais pas mon corps, donc c'est pour ça que je me suis blessée. Et je dis juste que cet élément-là est arrivé aussi à un moment de ma vie où franchement, je pense que si j'avais réussi à faire des performances, pareil, je serais allée droit à l'épuisement. Donc, je pense que j'avais déjà accumulé pas mal de charge mentale, même si j'ai mon caractère, que j'avais Jean-Luc, etc. Lui, il était quand même en train de se soigner. Il n'était pas tout le temps là. C'était une année très difficile. Hein. J'ai passé la saison hivernale seule à m'entraîner. C'était mon copain de l'époque qui était mon coach. On envoyait les vidéos à Jean-Luc. Il n'était pas présent parce qu'en chimio, etc. Et moi, c'était l'année aussi des Jeux. Je me disais, mais c'est l'année des Jeux. Tu t'entraînes comme ça. Et j'y allais avec une envie, mais féroce, en fait. Sauf que, encore une fois, cette énergie-là,
elle est pas bonne pour moi, elle est pas bonne pour moi. Et quand je me suis retrouvée à Chorzo, bien que les juges et les officiels n'ont pas essuyé cette planche-là, j'arrivais avec une énergie qui n'était pas bonne et qui allait forcément m'amener à m'épuiser en fait. Donc je pense que la réaction de mon corps, ça a été de me dire stop, allez hop, Hilary, va travailler, écoute-nous un petit peu, écoute ton corps en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois ma blessure. Et évidemment, il y a aussi, du coup, ce paramètre de la planche non essuyée. Mais bon, paramètre plus paramètre plus paramètre, ça fait un cocktail Molotov encore, mais c'est aussi négatif. Et du coup, voilà. Et moi, c'était ma part de responsabilité de me re-questionner sur qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne plus te retrouver dans une situation pareille et performer de façon plus saine. Mais c'est aussi une façon de prendre le contrôle et de te dire que tu peux y faire quelque chose, alors que si c'est juste la faute des officiels, c'est la faute à pas de chance, et puis c'est la malédiction, je sais pas comment on pourrait l'interpréter. Et on rentre dans des discours d'auto-victimisation, ça me ressemble pas en fait, de dire que c'est la faute à pas de chance. Moi, je préfère me dire que les choses arrivent et la seule chose que moi je peux gérer, c'est moi. Donc, gérons ma personne et faisons en sorte que des éléments comme ça n'arrivent plus. Mais après, moi, je suis vraiment dans l'acceptation. J'essaie de me dire qu'il faut accepter ce qui nous arrive dans la vie et de tirer les leçons de ce qui nous arrive, qu'importe en fait l'événement, que ce soit un accident de voiture, que ce soit... il faut se re-questionner et gérer que les choses qu'on sait gérer, c'est-à-dire nous-mêmes. Mmh. Et ça t'arrive maintenant ou en tout cas quand t'es revenu à la compétition, t'avais une appréhension, parce qu'on peut pas arriver sur une planche à moitié. Ouais, on est obligé d'aller à fond. Ouais. En vrai, non. J'ai pas du tout eu d'appréhension et je me rappelle même de la première fois où j'ai eu ma première séance de saut. Je sais que mon préparateur physique s'était préparé. Il s'est dit, bon, là, ces premières séances de saut, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, etc. Mais moi, je fonce tête baissée. Hein. Moi, en fait, à partir du moment où on a programmé les choses, on s'est dit, là, tu vas sauter. Au moment où tu vas sauter, ton genou, il aura fait tout le boulot pour ne plus se retrouver dans des situations douloureuses ou douteuses. Donc, en fait, moi, j'étais tellement confiante dans mon processus qu'en fait, je me suis dit, dès qu'on me dit, c'est bon, Hilary, tu ne te poses plus de questions, t'y vas. Et si tu dois te blesser, c'est qu'il y a d'autres choses à travailler, en fait, c'est que c'est pas bon. Alors, ça m'aurait fait vraiment mal, hein, et ça aurait été difficile, encore une épreuve, mais c'est comme ça que je l'aurais vu. Moi, j'étais trop happy, j'étais trop heureuse de ressauter, et je me suis dit, Hilary, dès la première séance, il faut que tu rentres dedans. Faut que tu y ailles. Faut pas que tu essayes de doser. Faut que l'action soit franche. Comme ça, ok, c'est bon. Ça enlève un poids. Et à force de faire et de refaire, tu vas retrouver de la confiance. Mais c'était important pour moi d'arriver avec cet état d'esprit. Me dire, on fait, point. On fait et on régule. Si c'est trop compliqué, on repart plus doucement et puis on augmente. C'était vraiment la vision de s'adapter à l'élément de la séance et m'y amener petit à petit sans s'auto-flageller en se disant non mais là ça doit être comme ça. Voilà, c'était accepté et du coup moi j'avais tellement envie que ce qui était clair pour moi c'était qu'il fallait qu'à cette séance-là, j'y aille quoi. On y va, on rentre et on voit ce que ça donne ensuite. Et le fait de t'être blessé au genou de ta jambe d'impulsion, ça a compliqué la convalescence? Je pense que d'un point de vue mental, ça a compliqué la convalescence parce que j'avais des pensées parasites un peu. Surtout quand je voyais que ma jambe, en fait, elle avait perdu tous ses muscles, que juste marcher, c'était compliqué, qu'il fallait que je réapprenne à fléchir le genou, puis à le tendre. Donc, je me disais, ok, donc en fait, à un moment donné, il va falloir que je fasse un sprint, qui est déjà quand même très... ça demande, quoi. Puis ensuite, là-dessus, il va falloir que tu mettes une impulsion. Et il va falloir que ça tienne. Donc ça, mentalement, c'était assez difficile de se dire ça. Mais en même temps, je me suis dit, en vrai, c'est ma jambe forte. Donc j'espère qu'elle va tenir le coup. J'avais conscience que c'était ma jambe, entre guillemets, intelligente. C'est là où les réflexes sont les mieux, etc. Donc quelque part, je me disais, bon, j'espère que ça va le faire. Les médecins, ils te disaient quoi sur tes chances de retour? Alors, j'ai eu de la chance d'avoir un chirurgien vraiment top, le professeur Kiami, qui était super optimiste. Oh là là, vraiment, du coup, nous deux ensemble, je pense que ça a donné un truc trop cool. Parce que moi, j'étais très optimiste. Vraiment, je me disais, ah ouais, ça doit m'arriver. Bah tant mieux, fallait que ça tombe sur moi. Moi, je vais gérer. Un peu comme ça, en me disant, vas-y, c'est parti, on se lance, la nouvelle aventure. Et pas des moindres. Mais du coup, lui, il était en mode, il arrive, tu programmes, tu travailles, ça va le faire. Je l'ai regardé, je dis, ah ouais, ça va le faire et tout. Oui, ça va le faire, t'inquiète pas.
Et du coup, j'étais en mode, allez, ça va le faire, c'est parti, on programme, on se voit là, 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 et on voit l'évolution, et on voit ce qu'on fait. Donc, je pense que ouais, j'ai eu quand même la chance d'être entourée de professionnels de la santé qui étaient très optimistes, alors que en général, ils sont très pessimistes, parce qu'en fait, ils veulent pas, entre guillemets, mouiller le maillot. Ils veulent pas dire que ça va bien se passer, et après, ça se passe mal. Donner de faux espoirs, ouais. Ouais, exactement. Mais lui, il était très optimiste. Et après, forcément, hein, je vais pas mentir, hein, tout le monde était très choqué. En fait, ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir un chirurgien qui me dise ça va le faire. Parce qu'après, oui, j'ai rencontré des personnes qui sont en mode crois-tu que tu veux revenir? Croisé, hein, c'est pas rien. Dans de l'athlétisme, tu fais pas un sport comme du rugby ou enfin des sports co, tu fais quand même un sport qui demande une certaine intensité. Donc oui, forcément, il y a eu aussi ce. Mais en vrai, je crois que je l'ai vu vraiment comme un challenge. Je me disais bah ça doit arriver, hein. Moi, je vais essayer de m'en sortir en tout cas. T'as regardé les Jeux de Tokyo? Mm. Non, trop difficile. Trop difficile. Trop difficile. Déjà, rien que le jour de la sélection officielle, j'en parle pas, hein. Ça a été très difficile. Mais non, j'arrivais vraiment pas. Non, là, c'était vraiment trop dur. Trop dur. Et est-ce que t'as profité de ta période de convalescence forcée pour travailler le mental? Alors oui, j'ai eu des moments où forcément j'ai vu des psychologues. Et en vrai, ce qui était probant, c'est que j'étais quand même dans un déni d'événements qui se passaient dans ma vie. Je m'étais mise un peu un rôle de warrior, de Wonder Woman, un peu. Et en fait, je prenais pas forcément conscience aussi de ce que je vivais. J'écoutais pas du tout mes émotions et j'étais tout le temps un peu trop revancharde. En fait, il m'arrive un événement, je me dis ouais, c'est pas grave, allez, pas grave, on avance. C'est là que j'ai compris qu'il y avait différents process et que du coup, dès qu'il y a un événement qui arrive, en fait, il faut prendre le temps d'écouter son corps, ses émotions, les extérioriser, en parler, et ensuite, bah, on peut passer à autre chose. Alors qu'avant, le process, il était simple. Ça arrive, on passe à autre chose. Ça arrive, on passe à autre chose. Et là, en fait, j'ai compris que, d'accord, il y a un événement, il faut en prendre conscience, faut extérioriser, faut en parler, faut accepter aussi ses émotions, hein. Et ensuite, voilà. C'est pour ça que je dis que je pense que j'écoutais pas mon corps. Parce que, en fait, mon corps devait m'envoyer des signaux, mais à ce moment-là, j'avais pas la maturité et on m'a pas appris à les écouter et à les comprendre. Là où ma blessure, en plus, une blessure au genou comme ça, c'est tellement dur que il y a des jours, en fait, enfin, le mental est impacté de fou, mais à un point où il y a des jours où on se sent triste et on est vraiment pas bien pendant des moments. Et en fait, on doit accepter. En tout cas, moi, la vision des choses, c'était, je me réveillais le matin en me disant, bon, aujourd'hui, tu es triste, mais on va faire avec, on va quand même faire les choses, mais accepte ta tristesse, en fait. Et du coup, je pense que ça m'a permis de mieux accepter mes émotions et de, ouais, travailler la connaissance de moi, en fait. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je me connaissais pas assez. Parce que sinon, on rajoute une couche supplémentaire de culpabilité. Ah, je devrais pas me sentir comme ça. Déjà qu'on se sent mal à la base et en plus, on culpabilise de se sentir mal. C'est ça. Et puis, moi, j'ai été confrontée aussi à mes parents, qui sont des personnes ultra optimistes, hein, qui sont arrivés en France, qui ont énormément travaillé pour nous élever, pour nous offrir en fait une vie super. Sauf que eux, ils connaissent pas les émotions. C'est vraiment des soldats. Ils avancent. Enfin, vraiment, ils vont au front tout le temps, quoi. Et en fait, bah, par mimétisme, en fait, et parce qu'ils m'ont inculqué, j'agissais de la même manière. Donc, c'est vrai que eux, ça leur faisait bizarre de me voir triste aussi, de me voir pleurer, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Ils étaient là, mais ça va aller, enfin, pourquoi tu pleures, etc. Et moi, j'étais en mode, mais c'est normal que je pleure, c'est dur ce qui m'arrive. Et après, j'avais juste envie qu'en fait, il y ait juste une personne qui soit dans l'acceptation aussi de ce que je vivais. Et c'est pour ça que c'était pas toujours facile, en fait, parce que les gens autour de soi n'ont pas les mêmes fonctionnements. Donc, du coup, ils comprennent pas forcément, ils savent pas comment réagir. Alors qu'en fait, il faut juste laisser la personne évacuer sa difficulté, ses émotions, pour que ça aille mieux, quoi. Est-ce qu'à l'époque de ta convalescence, tu as aussi eu la difficulté de ne plus pouvoir te voir comme une athlète et de te demander qui t'étais? Ouais, la question identitaire. La question identitaire, mais qu'est-ce que ça a été terrible, ça. À un moment tellement difficile. En fait, j'avais l'impression d'être égale à zéro. C'est-à-dire que pendant cette convalescence, moi, je vais programmer un peu ma rééducation en me disant, tu travailles 3 mois à fond, puis tu pars en vacances. Parce que le voyage, ça me permet vraiment de me régénérer. Et quand je partais en vacances avec mes amis, je rencontrais des gens, ils me disaient, bon, du coup, et toi, tu fais quoi?
C'était trop dur pour moi de me dire, en fait, j'ai arrêté mes études pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais je me suis blessée 2 mois avant, 3 mois avant, donc j'y suis pas allée. Donc je fais un peu mes études. Je suis athlète, mais pas trop athlète. Et ça, enfin, les gens, tu les perds, quoi. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, vraiment, c'est ça ma vie, quoi. Donc pour l'instant, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de prioriser en fait tout mon travail sur mon genou dans l'espoir de revenir à mon niveau. À chaque fois, tu le redis et tu te dis oh là là. Donc en vrai, là, en ce moment, bah, je suis pas grand-chose. Et ça a été très difficile. Non, c'était dur. On est dans une société où une des premières questions qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et si t'as pas de réponse, ben, Exactement, exactement. Et du coup, ouais, non, ça c'était très difficile, vraiment dur. est-ce que tu arrives à tirer des leçons de tout? Parce que tu dis que les choses arrivent pas par hasard. Alors moi, comment je vois les choses maintenant, c'est que bah on fait des actions, il nous arrive des choses, et parfois il n'y a pas forcément d'explication. À un certain moment, on se dira bon, il n'y a pas d'explication. Mais je pense que les choses peuvent faire sens à un autre moment de sa vie. C'est-à-dire que tout de suite là, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose et que tu ne le comprendras pas, et peut-être qu'il faut pas que tu le comprennes tout de suite. Mais par contre, laisse-le, accepte en fait de pas le comprendre ou d'accepter qu'en fait il n'y a pas d'explication, dans l'espoir que un jour en fait ça puisse faire sens pour toi, te dire ah peut-être que c'était ça en fait qui s'est passé. Je pense qu'il y a des éléments qui n'ont pas forcément d'explication, qui arrivent, mais je pense que en tout cas on peut trouver l'explication, mais à un autre moment de sa vie, et ça peut prendre forme et avoir du sens. En faisant des recherches, j'ai vu que tu utilisais souvent une image que je trouve intéressante. Quelqu'un t'a dit, c'est comme si ta tête, c'est le gouvernement et ton corps, c'est les citoyens, et chez toi, c'est un régime tyrannique. Oui, oui, oui. Ça rentre avec le fait que je disais que j'écoutais pas mon corps. En fait, je me suis rendu compte que à aucun moment de notre vie, en tout cas, enfin moi là, je m'en rends compte aussi avec mes amis, etc. En fait, on nous apprend à nous connaître, à apprendre à connaître quel est notre rythme, quelle est notre relation au temps, parce qu'en plus, on est dans une société où on doit faire les choses super vite. Et en fait, le développement personnel, mais c'est-à-dire la compréhension de soi, mais il est pas du tout, quoi. Enfin, c'est super dur. On peut aller voir des médecins, on va leur dire qu'on a mal quelque part, ils vont nous dire bah non, c'est pas possible. En fait, on légitimise même pas les paroles des gens quand ils disent qu'ils ont mal quelque part. Donc je me rends compte que déjà il y a un pan là-dessus à travailler. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de devenir quelqu'un, en fait, c'est de devenir soi et de savoir qui tu es, en fait. De savoir que dans ces moments-là, bah, c'est ce qui se passe dans ton corps. Dès que quelque chose te chagrine, t'as une tension. Bah, si t'as une tension, il faut que tu réfléchisses à pourquoi t'as eu ça. Faut pas juste le balayer en prenant sur toi. Et en fait, moi, oui, j'ai fait un travail avec une kinésiologue qui me disait, mais en fait, je pense, Hilary, que ce qui se passe chez toi, c'est que ta tête, c'est le gouvernement et ton corps, c'est les citoyens. En fait, t'es dans un régime tyrannique. Il n'y a pas de collaboration. Tu n'avances qu'avec la tête et le corps, en fait, il doit juste te suivre. Alors qu'en fait, t'es une entité, en fait. C'est tout, quoi. C'est le tout qu'il faut prendre. Et en fait, ça m'a foutu une sacrée claque. Parce qu'en fait, c'était facile pour moi de me dire qu'en gros, à partir du moment où j'avais décidé les choses dans ma tête, tout devait se faire comme moi je le voulais. Alors qu'en fait, il y a des fois, j'ai des signaux que je n'étais pas capable d'entendre parce que on m'a pas appris. Et là, maintenant, j'essaye de travailler vraiment, et c'est l'objectif de cette année, parce que je me suis fait encore avoir l'année dernière. Mais l'objectif de cette année, c'est de vraiment apprendre à réellement connaître quel est mon rythme et la personne que je suis réellement, en fait. Parce que, de toute façon, ça va me bloquer. À chaque fois, à des moments particuliers, ça va encore me bloquer. Et Ouais. je pense que pour beaucoup de gens, en fait, c'est leur fonctionnement, en fait. C'est beaucoup la tête et pas la globalité. Ouais, c'était assez saisissant, ces mots. C'est dingue comme parfois juste une phrase que quelqu'un nous dit, ça peut provoquer un déclic. En plus, ça, c'est vraiment... Imagine ton corps comme un pays, ta tête, c'est le gouvernement, ton corps, c'est les citoyens, et t'es dans un régime tyrannique. J'étais en mode, ah, mais moi, je suis ouverte d'esprit, nanani, nanana. Il était très rigide, en fait. Et en fait, oui. On en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Sénat est mort il y a environ 1 an, tu as dû changer d'entourage. Est-ce que tu peux nous parler un peu du choix du nouvel entourage? Voilà, si tu es à l'aise pour en parler, sinon tu pas d'obligation. Mais... Oui, donc avec Jean-Luc, forcément, on a pris le temps de réfléchir à comment allait se passer l'année d'après blessure, parce qu'on connaissait son contexte. Hein. Ah, mais là, j'ai vraiment fait appel à mon intuition. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir des gens bienveillants. Je voulais sentir que les gens étaient suffisamment bien avec eux pour être capables d'être bien avec moi, ou du moins sachent communiquer, et qu'il y ait une relation vraiment de moi j'apprends et vous apprenez aussi, en fait. C'est pas juste parce que vous avez je sais pas combien d'années de plus que moi et que vous êtes mes aînés, en fait, je dois juste vous écouter, écouter aussi un petit peu ce que moi j'ai à dire.
Celui qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est mon préparateur physique, Zeba Traoré. Parce que, en fait, un jour, il m'a dit quelque chose à l'entraînement qui m'a vraiment frappée aussi. Il m'a dit, en fait, j'étais à un entraînement dur, vraiment difficile. Je m'y retrouvais plus, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire ce qu'il me disait. Puis, j'étais dans un moment difficile aussi de ma rééducation. Et donc, en fait, je voulais qu'il me bouscule, en fait. Je voulais qu'il me dise, waouh, c'est tout ce que t'as dans le ventre, un peu. Enfin, qu'il aille me titiller. Parce que là, j'avais plus aucune énergie. Et pour qu'il y ait quelque chose, il fallait que quelqu'un vienne un peu me provoquer sur cette séance. Et en fait, il a compris direct ce que j'essayais de faire et il m'a dit, écoute Hilary, ça va être très simple. Je sais ce que tu es en train de faire, je sais ce que tu attends de moi là, mais ça, je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, ça doit venir de toi, ça doit venir de ton ventre. Tu dois être en lien avec ce que tu veux faire et moi, je ne serai pas cette personne qui sera là pour te donner ce que tu veux, cette énergie-là en tout cas, et cette confiance en fait en toi. Si tu veux la chose, va le chercher dans tes entrailles. Et je pense que c'est la chose la plus bienveillante qu'une personne ait pu me dire parce qu'il a un poste de préparateur physique, il aurait pu être en train de se vanter et avoir des actions qui allaient en fait me rendre dépendante de lui. Et en fait, il a eu l'intelligence de me dire, tu veux ça? Mais tu sais très bien que si tu me demandes ça, tu vas devenir addict à ça. Va chercher cet effort-là chez toi, à l'intérieur de toi. Si tu veux vraiment, va le chercher toute seule. Mais moi, ça, c'est pas mon rôle. Et dans ma tête, là, j'étais en mode, ah ouais, la dinguerie. Là, il vient de me lâcher une dinguerie. Et c'est fou parce que du coup, toutes les personnes, en fait, qui m'entourent maintenant, bah, c'est des gens comme ça, en fait. Pierrick, mon entraîneur, je l'aime trop. Quand les gens disent, et alors ton athlète? Bah, c'est le premier à dire, bah, c'est pas mon athlète. On collabore. Vraiment. Et en fait, ça fait plaisir de plus avoir, en fait, cet aspect égo de c'est mon athlète et en fait l'athlète est un cheval et tous les sponsors, la fédé ou l'agent, etc. En fait, ils parient un peu sur toi. Et c'est cool de recentrer la chose chez l'athlète pour en fait aller chercher des choses. En fait, ce que j'aime trop là dans mon équipe, c'est que ils m'aident à être moi-même et ils vont me questionner sur est-ce que c'est toi ça? Donc en fait, j'apprends en fait à me connaître et on grandit ensemble parce que je sais que à travers moi mon aventure, eux aussi ils grandissent. Et ouais, je pense que ça c'est le plus important pour moi en fait, c'est d'avoir des gens qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer, qui seront prêts à discuter et à être dans l'écoute. Tu parlais tout à l'heure de ta saison en salle 2023 qui s'était pas passée comme tu voulais. Par contre, après, la saison estivale a bien commencé. Ouais, très très bien. En début de saison, en juin, tu fais record personnel, 6,86 m, quatrième performeuse française de tous les temps. Tu t'es surprise avec cette perf-là? En fait, ça arrivait à un moment un peu particulier, encore une fois, parce que je pense 2 semaines avant, on me disait que j'avais déchiré mon carré fémoral, un muscle de la hanche. Et du coup, en fait, le premier pronostic des médecins, c'était de me dire t'arrêtes là, on te fait des PRP fin de la saison, parce que si on fait PRP, c'est... Et vu qu'il est désinséré, il faut mettre facile 3 mois d'arrêt. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais en mode non, non, je me sens très bien, en fait. Et ce qui a été trop sympa, c'est que mon coach et mon préparateur physique, donc Pierrick Chamaillou et Zeba Traoré, ils ont pris le temps de réadapter les choses. De se dire, ok, on va pas partir de ce bilan qui fait super peur, on va remettre les choses dans l'axe et on va beaucoup t'écouter en fait, Hilary. Donc c'est à toi de nous donner des éléments sur comment tu te sens, si tu es capable de faire plus ou moins. Et donc ça, c'était une grosse responsabilité quand même en tant qu'athlète de se dire, bon, on t'annonce ça, les images montrent ça, qu'est-ce que toi tu ressens et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc c'était déjà un exercice super intéressant. Donc en vrai, quand j'ai battu mon record à Pesnas, en fait, je me suis dit, waouh, trop bien, j'ai bien fait de m'écouter, on a bien fait de travailler comme ça, en fait, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ça. Et en fait, j'ai été surprise d'une chose, c'est que c'était la première fois que je revenais à la compétition et que je faisais des performances qui me demandaient pas tant d'énergie que ça. Là où, avant, pour sortir un 6,50 m, un 6,60 m, il fallait que je me mette dans des états, etc., où il me fallait un contexte particulier, donc des championnats de France ou plutôt des championnats d'Europe, ou voilà, il me fallait que je sois galvanisée. Là, première compétition, pèse-nas, j'arrive à faire des performances sans que ça me coûte. Et là, je me suis dit, ah yes, trop bien. Parce que ça, j'en avais beaucoup parlé avec Zeba, mon préparateur physique. Et il comprenait très bien ce que je voulais dire. Il m'a dit, t'inquiète pas, Hilary, t'inquiète pas. On va axer le travail là-dessus. Donc, t'inquiète pas. Mais là, de le sentir, puis plus je sautais, plus je faisais mieux. Et j'avais peur parce que j'allais voir Pierrick en lui disant, là, j'arrive au 3e saut, je pense que je vais être fatiguée.
Et il était en mode, ouais, d'accord, ok, mais vas-y, continue, etc. Et en fait, j'étais en mode, bah non, je suis pas fatiguée. Oh bah non, pas du tout. Et en fait, je me suis laissée porter par le truc en mode, allez, encore plus, allez, on y va. Donc, c'était vraiment, ouais, de l'amusement, mais de l'amusement parce qu'en fait, les 2 semaines avant, en fait, on me disait, fin de saison, c'est fini, etc. Donc, moi, j'étais en mode, non, je veux pas m'arrêter et tout, c'est pas possible, j'ai même pas mal. Ah ouais, j'étais vraiment un lion en cage, en fait. Et il fallait que je m'exprime. Donc, ouais, pareil, j'y suis allée à fond. Et voilà, et ça a donné ce que ça a donné, donc je suis trop heureuse, trop reconnaissante. Tu as aussi fait ton retour en équipe de France cette année, Mm. au championnat d'Europe par équipe, Ouais, à Torso. ouais. Tu as hésité à accepter ta sélection quand tu as su où c'était? Oui, je pense que j'ai un peu hésité. Et alors, j'essaie de me rappeler pourquoi on a hésité. C'était pas le fait que tu avais eu ta blessure-là? Non, même pas. Je pense que sur le moment, c'est pas ça qu'on s'est dit. On savait pas trop comment prendre. On avait peur que ça arrive trop tôt, cette confrontation à l'équipe de France par rapport à notre planning, etc. Mais en fait, très vite, on a été en mode, mais non, carrément, en fait. Et c'est un bon moyen de rompre le sort et de vraiment me retrouver, en fait, face, ouais, cet événement qui a été difficile pour moi il y a quelques années, même piste, même lieu, enfin, même contexte, quoi. Et vraiment, je l'ai vu comme une opportunité à saisir, du coup, pour vraiment passer à autre chose. Et il y a des athlètes qui se sont blessés à cette compétition cette année, non? Qui est arrivé ce qui t'était arrivé à toi en 2019? Je crois que c'était la sauteuse turque. Mais en plus, elle sautait juste avant moi. Et je crois que c'était son deuxième ou son troisième saut. En fait, elle s'est fait la cheville, elle, pas le genou, en fait, en glissant. Pareil. Alors, je sais pas si c'était une histoire de sable sur la planche, ou voilà, mais je sais juste que, ah, ça m'a bien stressée pendant la compétition parce qu'elle sautait vraiment juste avant moi et je sais qu'à ce moment-là, mon coach, il m'a regardé pour savoir si j'avais regardé et j'avais regardé. Donc, je pense que ça a été un peu la panique pour tout le monde en se disant, oh là là, comment va Hilary? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'elle va réussir à sauter? Je sais que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est une blague quand même là, on se moque de moi, c'est pas possible. Mais en fait, vite, j'ai essayé de me reconcentrer. Je me suis dit, Hilary, c'est arrivé, ça arrive à une autre personne, c'est dur, franchement, mais reste dans ta compète. Reste dans ta compète, t'éparpille pas, vas-y, rentre encore dedans, comme la première fois où j'ai ressauté. Vite, vite, passe outre, parce que sinon, ça va rester dans ta tête et tu vas repenser à ça et ça va devenir une fixette en fait. Donc, la chance que j'avais, c'est que je sautais juste après elle. Donc, j'ai un peu réfléchi, mais je me suis dit, bon, faut y aller quoi. Peut-être que si j'avais eu le temps de plus processer, ça aurait été plus compliqué. En tout cas, tu as gagné le concours de première division. Malheureusement, tu as eu un pépin physique au France Elite après. C'était à l'échauffement. Ouais, c'est ça, à l'échauffement, pareil. Ah ouais, j'ai vraiment eu une sorte, comme, ouais, vraiment un pet là dans l'ischio. Ouais, difficile, encore une fois, hein, très très difficile, surtout que je me sentais très en forme. Vraiment, je ressentais encore cette énergie là. J'avais trop envie, quoi. J'avais vraiment trop envie et je sentais que j'avais trop envie, mais je savais pas trop comment gérer ça. Et après coup, on a forcément essayé de questionner pour qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Parce que j'étais vraiment bien et encore, ce qui est arrivé, c'est la charge mentale, encore une fois. Parce que cette année-là, j'ai repris mes études, je faisais des études en ligne, mais à côté de ça, j'étais en alternance. Parce qu'en fait, oui, vu que quand je me suis blessée, je faisais pas d'études et que je me suis blessée, donc pendant une année, en fait, j'ai eu ni études, ni... Je me suis dit, bah c'est bon là, tout peut revenir, je peux refaire mes études, je peux refaire l'athlé, mais je vais rajouter en plus de ça une alternance, quoi, parce que bah forcément aussi c'est pas facile aussi de gagner sa vie quand on est athlète et voilà, moi je me disais le fait de travailler en entreprise, ça va te permettre de connaître un petit peu, d'avoir de l'argent et donc du coup d'avoir une vie un peu stable, enfin plus stable quoi. Et ouais, mais en fait c'était trop pour moi. C'est aussi simple que ça. Enfin, en fait je me suis retrouvée à enchaîner 3 mois de compète où en fait les lundis, mercredis en alternance, le vendredi en formation toute la journée et c'est dur parce que c'était 7 heures sur un écran, donc la fatigue nerveuse, c'est assez dur. Sachant que les autres jours de la semaine, j'avais 2 séances par jour. Et puis en fait, quand c'est comme ça, même quand t'allèges un petit peu, enfin c'est quand même ce rythme-là que tu as. Le week-end, tu pars en compète. J'ai pas laissé la place à la récupération, je pense. Je me suis sentie trop forte. Voilà, et puis j'avais pas la place de mettre beaucoup plus de récup que ce que j'avais. Et en fait, bah ça fait pas de mine en fait, parce que oui, effectivement, j'ai fait des belles performances, etc. Mais c'est quand même à un niveau qui est pas mal. Et ton corps, il a besoin de se régénérer. Et encore, j'étais repartie en fait encore dans mes. C'est bon, je suis Wonder Woman. Là, c'est bon, ça va bien pour moi. Donc en fait,
on y va, c'est parti, tu gères tout, parce que c'est bon, tu sais bien gérer de toute façon. Et puis en plus, plus je faisais des compétitions, plus je voyais que j'avais un bon niveau, plus je me disais, mais purée, c'est le format qu'il me faut. Enfin, plus ça me galvanisait encore dans mon truc. Donc voilà, donc oui, il a fallu encore une petite claque là, qui a été difficile encore à accepter, mais différemment. Et beaucoup dans l'observation du coup de moi, de comment je... Parce que du coup, je me suis blessée au France et on voulait aller au monde. Donc, même si ce qu'on nous montrait encore une fois à l'image était assez traumatisant, et vraiment, j'aimerais bien parler un jour de la phobie médicale parce que moi, c'est vraiment un truc qui a émergé chez moi en fait, parce que chaque fois que j'allais chez les médecins, on m'annonçait tout le temps des trucs de fou, des désinsertions de l'AD, et vraiment, du coup, c'est devenu horrible pour moi d'aller d'aller faire des IRM ou quoi. Mais ouais, on était vraiment dans l'observation de ce qui se passe et ça a été très intéressant aussi mentalement parce que vu que moi j'avais toujours mes mécanismes d'anticipation, etc. Là, on n'avait pas le choix. On avait 20 jours, 2 semaines à peu près, pour me mettre sur pied. Donc en fait, j'avais pas le choix, il fallait que j'écoute mon corps jour après jour et me dire ok, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé que demain ça se passera mal. Donc il arrive, accepte et on avance petit à petit et c'était super intéressant parce que voilà, on a pu aussi comprendre comment fonctionnait mon corps. Moi j'ai pu voir qu'en fait je me remettais quand même assez vite. Et du coup, voilà, on l'a vraiment vu en termes d'expérimentation. Et après, moi, ça me tenait vraiment à cœur d'être au championnat du monde. Surtout qu'en plus, les jours d'avant, j'arrivais à sauter. Donc, je me suis dit, bon, ben, let's go, quoi. C'est juste que, bah, au championnat du monde, mine de rien, le concours a été décalé, il a plu, mon échauffement, il était bon pour si je sautais un peu rapidement en fait. Mais quand il y a des aléas qui arrivent, sur de la blessure comme ce que j'avais, en fait, bah, un petit refroidissement et en fait, ça refait mal quoi. Donc, c'est ce qu'on a expérimenté là du coup. Mais bon, c'était dur, hein. Je sais que j'ai pas montré forcément que c'était dur pour moi, mais parce que ça venait pas sur le moment et puis je voulais encourager l'équipe, etc. Et profiter pleinement en fait de l'équipe de France et mon retour en équipe de France. Mais franchement, ça a été un élément très très difficile et mon coach a fait quelque chose de très bien. Il m'a dit viens voir la finale parce que j'aurais été capable de juste rester dans ma chambre d'hôtel comme ça. Juste à pleurer en me disant tu devrais être sur la piste et il m'a dit non viens on va aller voir comment c'est. Bah, j'ai beaucoup pleuré pendant la finale des mondes, mais en fait, ça m'a encore plus rapprochée de mes objectifs et de ce que je voulais réellement et de mes envies. Mais justement, j'allais te demander quels étaient les objectifs maintenant. Est-ce que c'est des objectifs de médaille, des objectifs de record de France, de 7 mètres C'est quoi tes objectifs? En fait, pour l'instant, du coup, je me suis jamais vraiment exprimée en compétition internationale finalement, à part à Doha, mais enfin Doha c'était dans un contexte un peu particulier parce que c'était pas l'objectif de ma saison. J'y suis allée, j'ai saisi l'opportunité et forcément ça s'est ouvert à moi, mais c'était pas l'objectif de ma saison. Donc du coup, mon objectif en fait, c'est d'aller le plus loin possible et de pouvoir m'exprimer vraiment le jour J. J'ai pas honte de dire que bah forcément mon objectif c'est d'être championne olympique et d'être sur le podium olympique. C'est vraiment une ambition, mais en même temps, je fais très attention à comment j'aborde en fait cet objectif parce que il faut que je m'écoute beaucoup. Et il faut pas que cet objectif prenne trop de place et une place tellement importante que je ne sois plus lucide sur quel est mon état physique, quel est mon état mental, comment je me sens émotionnellement. Donc l'objectif est là. Tout ce que je fais chaque jour, c'est pour arriver à cet objectif. Mais ce qui est hyper important en réalité, et ça vraiment, Jean Galpion, il nous l'a redit là quand on était en stage à Saint-Malo, en fait, c'est l'instant présent. C'est qu'à ce moment-là, tu dois être toi. Et tu dois être toi dans ta meilleure version, entre guillemets, mais tu dois réussir à t'exprimer en étant ce que tu es. Et donc c'est pour ça que, au-delà de penser juste à la médaille, je me dis que chaque jour qui fait et chaque entraînement, chaque événement qui arrive dans ma vie, en fait, il faut que j'arrive à me scruter et à vraiment avoir conscience de qui je suis pour en savoir un petit peu plus, pour avoir des graines, pour être capable de le communiquer du coup à ma prépa mentale, à mon coach. J'ai réussi à revenir à mon niveau et à avoir de la régularité. Donc, ce qui m'a manqué cette année, c'était de l'écoute sur ma charge mentale avec tous les éléments que j'avais dans ma vie. Donc maintenant, c'est de rééquilibrer les choses. En fait, c'est de me professionnaliser, mine de rien. Et maintenant, ça fait sens. Ça fait vraiment sens pour moi parce que j'ai acquis l'expérience, les entraînements pour permettre d'avoir quelque chose de périn, enfin des performances pérennes entre guillemets, des bonnes performances sans que ça me coûte énormément. Donc là maintenant, on peut passer à l'étape de
ok, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ça? Donc, bien récupérer, faire très attention à l'énergie que je mets dans les activités qui m'entourent, avoir vraiment une gestion en fait de mon énergie en fait et de mon rythme. On enregistre l'épisode le 26 novembre. Hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je sais que tu es très engagée dans la défense des droits des femmes. Est-ce que tu as eu envie de le faire parce que tu as vécu certaines choses ou est-ce que c'est plutôt en tant que citoyenne que ça te tient à cœur mais que c'est pas quelque chose de personnel? C'est pas quelque chose de personnel dans le sens où j'ai pas vécu des violences ou où j'ai pas dans mon entourage des personnes qui ont eu des violences. Je pense juste que c'est très très important en fait de sensibiliser les gens sur ce qui se passe. Mais en fait, je suis autant sensible à ça. Là, c'est vrai que c'était une demande. En fait, c'est vraiment la ville de Toulouse qui est venue me voir pour me demander si ça m'intéressait et ça m'a intéressée. En fait, tout ce qui va être sur de la sensibilisation, sur de la violence, sur des agressions, sur de la manipulation, tout ça, c'est des choses qui me touchent énormément parce qu'en fait, dans notre sport, enfin, et dans tous les domaines, en fait, on le retrouve partout. On arrive à un moment, en fait, où on est obligé de sensibiliser les jeunes générations à tout ça, en fait, pour avoir de meilleurs comportements. Ouais, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir parler de sujets qui me touchent énormément, en fait, que ce soit juste la compréhension de son corps, l'acceptation des émotions, de son histoire aussi, mine de rien. C'est super important, les agressions, les violences qui sont faites, parce que moi, dans ma vie, en fait, là, par contre, récemment, j'ai eu un membre de ma famille qui a été touché par des violences. Alors, c'est des violences racistes. C'est super important pour moi de sensibiliser les gens sur ce qui se passe à huis clos. On est aussi dans une génération, enfin, dans un monde où les gens n'ont pas conscience de qui ils sont et font beaucoup de compensation, essayent de cacher, sont beaucoup dans du déni en réalité de ce qui leur arrive. Donc, permettre de parler de sujets, de les mettre en avant, ça permet aussi aux gens de se dire, ok, est-ce que je suis pas dans cette situation-là? Est-ce que je le vis pas? Et de se questionner sur la chose. Je peux même parler aussi du burn-out, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vivaient du burn-out. Je pense que c'est quelque chose qui arrive depuis longtemps. Maintenant, on en parle, donc les gens peuvent vite déceler. Donc c'est pour ça que, ouais, tout ce qui va être sur de la sensibilisation pour que les gens puissent être mieux avec eux-mêmes, ça va être forcément des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, j'ai quelques petites questions pour finir. Ouais. L'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Alors, la première question. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait rire? Super dur. En fait, je pense que ce qui me fait rire, c'est quand il arrive quelque chose dans une situation où on s'imagine pas que ça va arriver, en fait. Là, ça va me faire rire. Les imprévus, voilà. Qu'est-ce qui te fait peur? L'ignorance. Qu'est-ce qui te rend triste? Ce qui me rend triste, c'est de voir le nombre de personnes, en fait, qui sont pas bien avec elles-mêmes. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Ce qui me donne de l'espoir, c'est l'action, le mouvement. Qu'est-ce qui te fait douter? Euh, Qu'est-ce qui me fait douter? Je pense que c'est les regrets. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est les souvenirs. Et qu'est-ce qui te tient à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est la bienveillance. Tu disais tout à l'heure que tu voulais être championne olympique. J'ai vu aussi que tu voulais faire un tour du monde. Est-ce qu'il y a Ouais. une destination en particulier qui te tente? J'ai pas une destination en particulier, en fait. Ce qui me tarde vraiment, c'est de pouvoir vraiment cheminer au gré de mes envies du moment, on va dire. En fait, c'est vraiment cibler ce moment où je vais me dire, là, on va aller là. Et ton endroit préféré sur Terre, c'est où? En vrai, je sais pas exactement parce que j'ai pas encore fait le tour du monde, mais je dirais que j'ai vraiment, vraiment aimé. Rio, ça a été un moment très important pour moi, donc je sais pas si je le rattache à un contexte, mais franchement, c'est toujours rattaché à un contexte et j'avoue que le Brésil, ça a été quelque chose de super important pour moi. Mais bon, je suis censée aller en Afrique l'année prochaine, donc hâte de revenir aux sources. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est son côté universel, d'où le nom du podcast, Athlètes mondiaux. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est à quel point ça te permet d'apprendre à te connaître et de vivre une aventure. Et quelque part, c'est la vie en fait aussi. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tout simplement, je voulais te remercier de m'avoir laissé la place pour parler parce que je parle beaucoup. Mais oui, je voulais aussi remercier en fait toutes les personnes qui m'entourent et qui me permettent en fait de cheminer jusqu'à cet objectif. Et voilà, qui sont d'une bienveillance. Je parlerai pas, enfin j'ai même pas eu le temps, mais j'ai pas parlé de l'armée par exemple, qui a été quand même un gros soutien quand j'étais blessée. Donc voilà, je voulais vraiment déjà te remercier dans un premier temps et remercier toutes les personnes qui sont là pour que j'atteigne mon objectif. Merci à toi. C'est vrai que ça revient souvent dans les interviews, l'importance de l'entourage, d'avoir les bonnes personnes.
Ça peut aider, ça peut aussi desservir beaucoup quand c'est les mauvaises personnes. Exactement, en fait, je pense que ouais, ce qui est important pour moi, c'est que moi, j'étais très indépendante, je suis très indépendante et pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était moi qui devais gérer tout et même cette année encore, ça me prouve qu'en fait non, je peux pas tout gérer et vu que je peux pas tout gérer, c'est important de m'allier à des personnes qui seront capables de le comprendre et du coup de me décharger. En fait, plus on est, plus on réussit en fait, donc et l'entourage, mais c'est tellement hyper important. En fait, moi maintenant, je me suis rendu compte que c'est ce qui était hyper important pour moi, plus que les médailles, la performance. En fait, on vit une aventure super. Moi, je sais que Zéba, Pierrick et Nathalie, ma prépa mentale, on va cheminer ensemble et en fait, que j'ai un genou pété ou que je gagne une médaille, bah, ils seront toujours là pour moi et ils seront toujours en train de me donner les meilleurs conseils pour que je réussisse, quoi. Et en fait, ça, c'est tout ce qui compte. C'est pour ça que bah, les médias, après, on s'en fout, quoi. Enfin, il y a le cocon qui est là, quoi. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Hilary d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, notamment celui de la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parler du podcast autour de vous. Ça vous prendra que quelques secondes et ça peut faire une vraie différence pour l'avenir du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit le montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.